contre laquelle ils sont apparemment mieux armés que les Européens ou les Égyptiens. J'ai donc utilisé par la suite un fagot de papyrus. Les serpents sont nombreux et notamment les pythons dont j'ai vu quelques individus oxy mesurant plus de 10 mètres. On ne peut en voir en vie qu'une partie fugitive à travers les roseaux. Les crocodiles pullulent mais ne sont pas dangereux étant gavés de poissons. Les hippopotames aussi nombreux et plus visibles sont parfois redoutables, notamment les vieux solitaires évincés de leurs troupeaux. Les cabris et les ânes ne sont pas adaptés complètement à la vie lacustre et il faut les transporter. Au contraire, les chevaux nagent parfaitement et sont capables de remorquer leur cavalier, fatigant sous le poids du harnachement qu'il porte sur sa tête. Je confiais ainsi à mes compagnons de tournée montres, boussole et caméra. Glorieuse fin du jour, sérénité majestueuse, indifférente et sans douceur, écrivit Gide en 1925. Mais quand la nuit est venue, les moustiques vombrissent et attaquent férocement. Il faut alors se réfugier sous une moustiquaire où la moiteur devient plus pesante et attendre pour dormir un silence qui ne s'établit qu'après une longue polyphonie de grognements d'hippopotames et d'interjections de crapauds buffles ou autres habitants invisibles de cet univers étrange. Tropical ne permet dans l'année qu'une seule campagne agricole. Le mil est la céréale alimentaire de base, mais il arrive que les récoltes en soient réduites au point d'entraîner de graves disettes à la suite d'un passage de sauterelles ou d'une pluviométrie insuffisante. Une action entreprise à l'échelle internationale en 1947 du désert d'Arabie jusqu'au Sénégal avait pratiquement supprimé le risque sauterelle, mais le risque sécheresse était demeuré. On en avait néanmoins limité les conséquences. Le lac emportait les digues existantes et imposait une action immédiate. On a donc entrepris en 1951 la construction de digues plus importantes, en rencontrant toutefois quelques difficultés d'embauche. Mais en 1954, les premières attributions de terre avaient engendré un afflux de volontaires enthousiastes. Les travaux étaient dirigés par un ingénieur normand, originaire de Kétou. Les wagonnets apportaient un plus pour le rendement, en même temps qu'un fond sonore supplémentaire, le bruit des roulements s'ajoutant au rythme endiablé des tam-tams et des kheitas. Maya Fono, Kajalam Bodou et Seyd Kamba, les chefs coutumiers, marchaient en tête, encourageant leurs hommes et transmettant les instructions de Noël Godefroy. Celui-ci, le soir venu, contrôlait la distribution des vivres, avant de rejoindre dans un campement tout proche son épouse qui, pendant la journée, avait soigné les travailleurs malades ou accidentés. Les Kanemkou étaient de ce côté, animés par Maï Afono, et de l'autre côté, les Boudouma, animés par Kayalam Bodou. Les travaux ayant été exceptionnellement poursuivis pendant la saison des pluies,
Des masses de papyrus poussées par les tornades entre les tronçons emportaient parfois les pontons et parties du sable déversé. En outre, un courant s'établissait, qui finissait par emporter au cours des nuits presque tout le sable déversé pendant le jour. Alors d'efforts quand il ne restait plus que 2 ou 3 mètres à combler. Et si on n'avait pas réussi à joindre les deux bouts avant le crépuscule, on continuait avec acharnement pour en finir dans la nuit, à la lueur des torches. Alors se produisait une véritable explosion de joie. Ainsi était achevée la dernière des 3 digues isolant 1800 hectares à proximité immédiate du chef-lieu. Quelques jours après, c'était l'inauguration, suivie par 3 jours et 3 nuits de danse et de festins. Deux ans et demi plus tard, le plan d'eau s'était abaissé de près de 4 mètres, bien que le niveau du lac se fût élevé de plus d'1 mètre de l'autre côté des digues, exaucées en conséquence. Ici des séquences qui rappellent que les premiers bénéficiaires des endiguements sont les pêcheurs et les pélicans. À ce stade, les assèchements sont spectaculaires. Chaque jour apparaissent de vastes étendues de boue sur laquelle on ne peut s'aventurer qu'à la condition d'être chaussé de raquettes et léger par surcroît. C'est pourquoi les premières semailles sont effectuées par des enfants. Il s'agit d'un sorgho de qualité médiocre mais pouvant pousser dans la boue. Avant que cette boue devienne terre réellement cultivable, plusieurs mois s'écouleront pendant lesquels surgira une luxuriante végétation palustre qu'il faudra détruire. Pour l'instant, c'est le sorgho semé par l'enfant qu'on voit sur les bords du polder. Et voilà la végétation
de papyrus, de roseaux et de bois d'embâche qui a poussé en l'espace de quelques mois et à travers lesquels on pousse une reconnaissance. L'administrateur a procédé antérieurement sur les bords du polder, dont les premiers mètres en pente sèchent très vite, à un partage sommaire attribuant à chaque village ayant participé à la construction des digues un segment proportionnel au nombre de travailleurs fournis et confiant provisoirement au chef coutumier l'organisation des débroussements et des premières cultures. Mais dès 1956 a été entrepris un lotissement borné par des pieux en béton et suivi par l'opération fondamentale, mais encore jamais effectuée dans cette partie de l'Afrique, de l'attribution individuelle des terres. Ces attributions impliquaient l'adhésion à un paysanat de forme coopérative, l'acceptation d'un certain nombre d'obligations prévues dans l'intérêt général, mais aussi la garantie de la possession, inscrite avec toutes les précisions nécessaires en français et en arabe sur une plaquette remise à chacun, et parallèlement sur un grand registre et un plan conservé par l'administration. Ainsi naissait le cadastre au Tchad. On avait pensé dès 1951 à remplacer le blé dur anciennement cultivé pour fabriquer le couscous et la khoubsa de l'aristocratie locale par des blés tendres plus productifs et panifiables, car déjà la consommation de pain se développait dans les villes. J'étais donc allé en Algérie consulter des spécialistes et avais rapporté quelques kilos de variétés pouvant convenir. Et donc, après 4 ans d'expérimentation et de multiplication, il était possible en 1956 de distribuer quelques tonnes de semences de Florence Aurore. Le maïs était cultivé depuis longtemps comme le blé. La variété locale satisfaisante a un cycle végétatif de 3 mois. On en fait normalement 2 cultures par an à partir du mois de mai.